Bien, bonjour. Donc, je suis très heureux d'être là. Et puis, c'est toujours une grosse responsabilité. On sent un peu un poids assez lourd quand on parle à des lycéens qui viennent pour venir écouter ce qu'on a à dire, dans la mesure où parfois on peut imaginer, avoir l'illusion qu'on peut avoir une petite influence sur ce que vous pouvez penser, la manière dont vous pouvez percevoir le monde d'aujourd'hui et votre avenir aussi, les choix que vous serez amené à faire plus tard. Et bon, en réfléchissant un tout petit peu au sujet, quand on m'a demandé sur quoi je voulais parler, j'ai assez rapidement convergé vers le choix de vous parler de cet article-là de Loevner et de Loevner en général, pour tout un tas de raisons. Essentiellement, c'est une série de conférences où on s'attache, je pense, à un peu montrer que les mathématiques sont aussi des choses faites par des personnes, c'est humain, et que la transmission, disons, à travers l'écrit, c'est aussi une transmission, disons, de génération en génération. Un petit peu, évidemment, ça se passe à la Bibliothèque nationale de France, donc tout ça, c'est important. Et puis, de montrer à travers l'histoire de Loevner et de ses contemporains, et de cette histoire de ce type de mathématiques, à la fois les aspects humains et puis dans ce qu'ils ont ce qu'on préfère chez nos collègues, amis, professeurs qu'on adore, et aussi dans les aspects plus sombres de ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes aussi, si on n'y prend pas garde. Donc c'est aussi une valeur pédagogique, j'espère, vous montrer tout ça. Alors, pour ceux d'entre vous, et j'imagine que là, je m'adresse pas aux lycéens d'aujourd'hui, mais aux lycéens d'il y a 30 ans, qui se sont retrouvés assis devant ça, ils ont commencé à lire, ils ont dit « Ah oui, c'est de l'allemand, c'est amusant, c'est intéressant, c'est écrit en allemand, et ça a l'air d'être de l'allemand bien écrit, mais on commence à lire les phrases, et puis après, on s'arrête parce que c'est des phrases qui n'en finissent pas, avec... on sait plus... Bon. » Mais on sent que c'est un article bien écrit, et donc vous voyez que c'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Karl Loevner à Berlin, dont je vais vous raconter un petit peu l'histoire, et puis l'histoire de ce résultat. Voilà ce que vous avez à votre disposition. Vous êtes allés, vous connaissez tous cette marque magnifique de pâte brisée, qui a un nom vaguement allemand, mais je pense que ce n'est pas en fait allemand. Mais... Donc, vous avez un morceau de pâte brisée qui a une forme d'un disque, en principe. Voilà, quand vous déroulez le truc, ça a une forme de disque, c'est comme ça. Et puis, on vous dit, vous avez le droit de la tordre. D'accord ? Vous avez le droit de la tordre, elle est sur votre table de cuisine, et vous avez le droit de la tirer comme ça, comme vous faites quand vous essayez de lui faire prendre une autre forme. Et donc, la question à laquelle que se pose Riemann, c'est est-ce qu'on peut lui faire prendre n'importe quelle forme? Bon, ça, c'est une question qui n'est pas très compliquée, puisque c'est souple, ça va marcher. Vous pouvez tirer un petit peu, si vous faites attention, si vous ne tirez pas trop, vous n'allez pas la déchirer, vous allez pouvoir l'attendre. Alors, on va poser deux conditions, qui sont des conditions pas évidentes. La première, c'est qu'on n'a pas le droit de la déchirer, de la couper avec des ciseaux, d'accord ? On a juste le droit de la tirer, d'accord, dans la direction horizontale, sur votre table. Et puis, on n'a pas le droit de la replier, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'avoir des endroits où finalement où il y a deux couches qui se chevauchent et où ça commence à faire de la pâte feuilletée. Donc c'est vraiment ça, c'est une condition, on verra, qui est cruciale dans toute notre histoire. Bon, alors là, jusque-là, pas de problème, vous sentez bien que effectivement ça va marcher si vous faites ça suffisamment lentement, si au lieu vous voulez transformer votre soleil en croissant de lune, si vous poussez suffisamment lentement un peu partout, vous allez pouvoir y arriver. Juste une petite remarque, vous voyez qu'en fonction, quand on tire un peu dans cette direction, la pâte elle devient plus fine, et puis il y a des endroits où ça se ramasse, où ça devient beaucoup plus épais. Et puis si vous essayez bon, enfin, on verra tout à l'heure. Et puis alors la deuxième condition, et c'est ça qui est la condition cruciale, c'est qu'on veut faire ça de manière à ce que ça préserve les angles partout. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça préserve les angles partout? Ça veut dire que si au départ, imaginez que sur votre pâte brisée, vous prenez votre petit couteau, et puis vous faites comme sur les galettes des rois, vous faites un espèce de petit quadrillage, vous dessinez un quadrillage très fin.
d'accord, comme ça, et ça se croise en faisant des angles droits. Et après, vous allez tordre votre patte brisée, donc votre dessin que vous avez dessiné sur votre patte brisée va être tordu. Donc, ce qui au départ était des lignes droites, bah, ça va se tordre, ça va être tordu. J'avais peur de ne pas passer la sécurité avec mes ciseaux, mais je n'ai pas eu de souci. Donc les courbes vont être tordues, par contre, elles vont toujours se croiser en faisant un certain angle. Et donc la condition de Riemann, enfin la condition de façon générale, c'est que vous voulez que deux courbes, n'importe quelle paire de courbes que vous aviez, ou de droite que vous aviez tracées dans votre dessin initial qui se croisaient en faisant un angle droit, vous allez les tordre, ça va faire des courbes tordues qui vont se croiser toujours, au moment où elles se croisent, elles vont se croiser toujours en faisant un angle droit. Ça veut dire que vous préservez les angles partout. Alors quand on réfléchit un peu, on se dit, bah, ça fait quand même beaucoup de contraintes, parce que dès que je commence à tordre un peu, par exemple, si vous voyez que si vous tirez un peu dans une direction et pas dans l'autre, il faut localement tirer d'une certaine façon, de la même façon dans les deux directions. C'est ça que ça veut dire un petit peu quand vous réfléchissez. Vous voyez ici Paul Langevin. Vous allez le voir d'ailleurs de différentes manières. Par exemple, ici, c'est un timbre quand il a été au Panthéon en 1948. Là, c'est... ah ben, ça passe vite. Alors, on a vu Picasso, et là, c'est Grandjean. De nouveau Paul Langevin. Et ici, vous avez les dates de naissance et de mort, 1872-1946. Picasso, son tableau, ça doit être dans les années 1940, Grandjean dans les années 1930. Je parle sous le contrôle de son petit-fils qui collectionne les archives familiales. Et bon, que dire de Paul Langevin? Pour moi, c'est un personnage assez fascinant. Je l'ai connu in extremis. Avant sa mort, en 1946, j'ai assisté à la dernière conférence qu'il a donnée, sous le titre « La valeur de la science ». Elle m'a beaucoup impressionné. J'en ai retenu quelques phrases. Mais pour vous qui ne l'avez pas connu, il faut que je commence par le commencement. Il était d'un milieu très populaire. Il n'était pas question pour lui d'aller au lycée, de faire des études classiques. Mais il était brillant. Et heureusement pour lui, l'école de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris venait d'ouvrir quand il avait 16 ans. Il a passé le concours d'entrée, il a été reçu premier, mais c'est devenu ensuite une habitude chez lui, il a été premier à tous les concours. Sa participation à la vie sociale et politique, elle a commencé lorsqu'il était à Cambridge, avec un appel que lui avait adressé Charles Péguy. Charles Péguy voulait une réaction d'intellectuels contre les attaques qui avaient suivi la parution du J'accuse de Zola. C'était la période chaude de l'affaire Dreyfus. Paul Langevin s'est joint immédiatement à l'appel. Ensuite, il a rejoint la Ligue des droits de l'homme, il en a été président, et il a participé à quelques actions majeures. Juste après la guerre, il a pris la défense d'André Marty, marin de la mer Noire, et qui avait été condamné au bagne pour s'être opposé à l'intervention française, peu connue, contre l'Union soviétique dans la mer Noire. L'Union soviétique naissante, hein, elle n'était pas encore réalisée. Et ensuite, bon, il y a eu des initiatives de tous ordres, j'en dirai un mot, mais je reviens à Einstein. Après la guerre,
il y avait eu de nouveaux travaux d'Einstein, popularisés encore par Paul Langevin, et Paul Langevin a invité Einstein au Collège de France. C'était en 1922. C'était une période où le chauvinisme en France, et le chauvinisme anti-allemand, était extrêmement vigoureux. Et en fait, l'arrivée d'Einstein se heurtait à une opposition très forte. Mais le mouvement brownien, rien, comme objet mathématique, ne pouvait préfigurer son existence. C'est un objet mathématique créé au cours du XXe siècle et qui s'avère occuper une place très importante en mathématiques et dans toutes les disciplines. C'est important pour voir comment les mathématiques peuvent se développer, pas seulement sur leur terreau ancestral, mais en s'alimentant de ce qui vient de l'extérieur. Et là, ce qui vient de l'extérieur, comme je vous l'ai dit, ça vient de la physique, après avoir dépossédé la botanique. Et alors c'est très amusant parce qu'on est parti de la vitesse des particules browniennes pour établir l'équation d'Einstein. L'équation d'Einstein, c'est celle qui a servi à Wiener comme modèle pour le mouvement brownien des mathématiciens. Et maintenant, on a une formule pour que la vitesse considérée par Langevin s'exprime en fonction du mouvement brownien des mathématiciens. Je n'écris pas la formule, mais elle est très facile à écrire. Alors il y a un jeu comme ça de complémentarité entre les deux modèles du mouvement brownien, ces deux modèles contradictoires qui sont le modèle pour la position, qui est le mouvement brownien des mathématiciens, et le modèle pour la vitesse, qui est ce qui a été introduit par Langevin et repris ensuite par nombre d'auteurs. Je suis ravie de voir cet amphi aussi plein et j'espère que je vais pouvoir vous faire un petit peu rêver sur ce sujet qui nous passionne. Donc, en fait, le cycle de conférence s'appelle « Un texte, un mathématicien » et c'est vrai que j'ai un petit peu innové puisque je n'ai pas proposé un texte d'un mathématicien, ni même d'un scientifique, on pourrait dire de sciences dures, mais j'ai proposé le texte de Darwin, « L'origine des espèces », qui est un texte qui est donc c'est un livre qui est sorti en 1859 et qui a, on peut dire, révolutionné la biologie par la théorie de l'évolution. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte? D'abord effectivement parce que depuis que je suis rentrée dans ce monde, grâce en fait à une rencontre un peu fortuite avec un biologiste de l'École normale supérieure, j'en sors plus et je veux dire que c'est assez contagieux. Donc on est très enthousiaste et vous allez voir qu'on peut développer moult modèles mathématiques et dans une interface permanente avec les biologistes et que c'est passionnant d'essayer de comprendre et vraiment les phénomènes de l'évolution à travers de nouveaux modèles mathématiques. Avec son copain Watson, ils vont fabriquer un objet probabiliste, qu'on appelle maintenant le processus de Galton-Watson. Et en fait, leur première motivation, c'est pour essayer de répondre à une grosse angoisse des aristocrates anglais, qui est l'extinction de leur nom de famille. Donc, le premier modèle de processus de Galton-Watson, en fait, presque le premier, je vais revenir dessus, c'est d'essayer de voir si l'ensemble des familles des aristocrates anglais va perdurer au cours du temps ou pas. Donc, ils construisent un modèle et en fait, il se trouve que ce processus, donc là, c'est un peu de la provocation de mettre Galton-Watson. D'habitude, je vais toujours bien aimer Galton-Watson parce qu'il avait déjà été trouvé avant par Bien-Aimé, donc 50 ans avant, donc Bien-Aimé qui est un mathématicien français. Malheureusement, Bien-Aimé a publié ça dans une petite revue peu connue, et son travail a été oublié. Alors que finalement, Galton-Watson, bon, Bien-Aimé faisait des calculs justes, eux ils se trompent, et ça va être un peu un drame de Galton du reste, ils se trompent dans les calculs de probabilité, mais néanmoins, leur processus est resté. Alors, je vous dis rapidement ce qu'il en est. Ce processus, il va décrire l'évolution d'une taille de population qui évolue de manière aléatoire. Donc, en fait, qu'est-ce qui est aléatoire là-dedans? C'est le nombre d'enfants de chaque individu.
Donc ici, le temps va vers le bas. Vous partez au temps 0, donc au temps 0, vous avez un individu, et je vais appeler à chaque temps n, le temps ici est discret, eh bien, x grand n, ça va désigner la taille de la population au temps n. Hein. Donc c'est un objet qui est aléatoire. C'est une variable aléatoire. Donc, vous voyez ici au temps 1, vous avez 3 individus, puis chacun de ces individus peut se reproduire ou mourir. Hein. Donc le nombre de naissances est aléatoire, et la probabilité de mourir, le fait de mourir, ça fait partie aussi de l'aléa. Donc vous allez avoir une population comme ça qui évolue. Bon, il se trouve, mais là c'est un hasard, que là elle évolue en croissant, mais vous pouvez avoir des branches entières qui meurent. Hein. Par exemple, on peut imaginer qu'au temps 5, il n'y a plus que cette branche-là qui s'est reproduite. Et la question, c'est quand on a un objet comme ça, comment on peut travailler dessus? Comment on peut savoir, est-ce qu'on peut calculer la probabilité que cette population va s'éteindre, ou savoir si y a persistance de la population avec probabilité positive. Ça, c'est des questions qui sont fondamentales à l'heure actuelle. Hein, vous entendez tous parler de biodiversité, de conservation des espèces. Ben, des problèmes de la biodiversité, c'est justement l'extinction des espèces, et ces modèles-là sont déjà une première tentative de réponse. Je vous ai fait, c'est un modèle qui est très simpliste, hein, mais néanmoins, c'est un modèle qui est suffisamment simple pour qu'on puisse faire des calculs, parce que tout le problème de la modélisation mathématique, c'est de jouer entre faire des modèles suffisamment sophistiqués pour suivre les caractéristiques de ce qu'on veut décrire, hein, les phénomènes qu'on veut décrire, mais en même temps suffisamment simple pour pouvoir faire des calculs et donner des réponses quantitatives, par exemple aux biologistes. Donc on est ou aux écologues ou aux politiques. Donc là, je vous parle d'un travail qui a été fait en 1999 sur l'extinction des baleines noires dans l'Atlantique Nord. Et en fait, en 1994, on a estimé le nombre de baleines femelles est à 150. Hein. Donc on va regarder que les femelles, puisque pour les mammifères, c'est elles qui assurent la reproduction. Et en fait, on a aussi estimé le nombre moyen de petits qu'on a calculé étant égal à 0,976. Donc vous voyez, ce nombre est plus petit que 1. Hein. On est dans ce cas où on sait qu'on va avoir extinction presque sûre. Bien. Et la question qu'on se pose ici, c'est qu'on cherche l'année à partir de laquelle on pourra dire qu'il y a extinction des baleines avec une probabilité, avec 99% de chance. Le titre de mon exposé, les prodigieux théorèmes de M. Nash, en mettant au point ce titre avec la complicité de Martin Andler, j'avais en tête de donner l'impression d'un bonimenteur qui cherche à attirer son public, qui fait de la retape, de la réclame pour un numéro de précéditation, un magicien qui présente un tour incroyable, quelque chose qui défie l'imagination. Hein, les théorèmes auxquels on ne croit pas trop, qui semblent incroyables, d'un mystérieux monsieur Nash. Juste là, dans la loge, je voyais une affiche d'une rétrospective cinéma intitulée « L'étrange monsieur Grémillon ». C'est un peu le même genre d'effet, ce thé en tout cas. Et c'est bien l'impression d'impossibilité qui caractérise la lecture de certains des articles de Nash. Misha Gromov l'a bien résumé dans une interview assez récente où il parle de travaux de Nash qu'il lisait quand il était étudiant. Cela ne pouvait pas être vrai, et c'était vrai. Et il décrit de manière imagée comment son professeur lui donne à lire un article de Nash. Il lui dit « ça n'a pas de sens, c'est impossible ». « Mais si, relis l'article, tu vas voir. » « Mais c'est pas possible, ça n'a pas de sens. » Gromov travaille encore, et finit par se rendre à l'évidence. C'est bien vrai. Gromov est maintenant l'un des très grands mathématiciens de notre temps, un des géomètres les plus célèbres de notre époque. Et en tout cas, il raconte son émerveillement, sa stupeur devant ces résultats de Nash. Pourquoi rester à 3 dimensions? Blanusa, plus tard, montre qu'on peut plonger l'espace hyperbolique pourvu qu'on se place dans un espace assez grand. Un espace à 6 dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est 6 dimensions? On a l'habitude des 3 dimensions. 4e dimension, parfois on dit que c'est le temps, ça peut être autre chose. Des fois, dans les nouvelles théories physiques, on parle de 6, 10, 28 dimensions ou qui sait quoi. En tout cas, dans un espace à 6 dimensions, on pourrait plonger cette géométrie hyperbolique. Dans un espace euclidien, donc, plus large que l'espace dont nous avons l'habitude. Question, en est-il de même de n'importe quelle géométrie, hyperbolique ou pas? Je prends une géométrie riemannienne, est-ce que je peux la plonger? Et ça, c'est le problème que Nash s'est posé quand il était au MIT. Comment il se l'est posé? Un de ses collègues, un jour, lui a dit, en gros ça, « Si tu es si bon, pourquoi ne résous-tu pas le problème du plongement isométrique ?» Ce jour-là, Nash avait été tellement insupportable, parce qu'il était très vantard, très bravache,
je suis un génie, et je suis très fort, et j'ai découvert ceci, j'ai redécouvert cela, et je n'ai pas besoin de lire les grands auteurs, je sais tout par moi-même, que son interlocuteur exaspéré lui avait dit « Si tu es si bon, pourquoi ne résous-tu pas le problème du plongement isométrique ?» Et il lui avait expliqué « C'est un problème important, célèbre et difficile, mesure-toi à ça. » Alors Nash s'est enquis du problème, et il a commencé par vérifier que c'était un problème important, effectivement. Il a demandé à tout le monde « Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que ça vaut la peine que je travaille dessus ?» Il a annoncé qu'il travaillait dessus, ça c'est très inhabituel. D'habitude, les mathématiciens n'annoncent jamais qu'ils travaillent sur un problème, surtout si c'est un gros problème. Les exemples célèbres, ceux de Wise ou de Perelman, qui travaillent sur un problème très dur, ils le gardent en secret jusqu'à ce que la preuve soit complète. Nash, pas du tout. Je vais travailler là-dessus, je vais le résoudre, je suis le mieux placé, j'ai de l'intuition. Et même, il commence par annoncer qu'il l'a résolu. Pas par anticipation, mais pour voir vraiment quel effet ça fait aux gens. Un peu comme dans ces histoires où un personnage fait semblant d'être mort pour voir si les gens tiennent vraiment à lui. Là, Nash fait semblant d'avoir tué le problème pour voir si les gens tenaient vraiment à ce problème. Bon, alors après qu'il s'est convaincu que c'est un problème qu'il mérite, alors il va relever le défi. Et il y passe 2 ans. Et l'incroyable, c'est qu'il finit par le résoudre. J'ai prononcé le mot analyste, et qu'est-ce qu'un analyste? Les mathématiciens n'ont pas tous la même façon de penser, pas tous la même façon d'aborder les sujets, pas tous les mêmes outils, pas tous le même cerveau. Et certains ont une pensée algébriste, une pensée structurée, certains ont une pensée analyste, certains ont une pensée probabiliste. Qu'est-ce qu'un analyste? Un analyste, c'est quelqu'un qui analyse. Bon. Le mot japonais pour dire l'analyse est très proche du mot qui dit la cuisine fine, kaiseki. Et c'est bien ça qui a l'idée dans l'analyse. On va faire du raffiné, du précis. On va décortiquer et contrôler précisément. Un analyste, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Ça, c'est une phrase que m'avait dite un de mes professeurs de probabilité. Justement, il ne se rangeait pas dans ce camp-là. Il m'a fallu des années pour comprendre vraiment ce qu'il entendait, mais il avait parfaitement raison. Donc, un analyste met son orgueil dans la force et la précision avec laquelle il attaque un problème, avec des outils simples et puissants, comme un outil très bien façonné qui va taper exactement au bon endroit, bien ciblé. Et un analyste étudie en particulier beaucoup des fonctions, et ils étudient en grand détail. Ici, j'ai représenté des fonctions, des courbes, des signaux, et vous voyez qu'elles ont des propriétés très différentes. Celle-ci est très lisse, celle-ci au contraire paraît très rugueuse, celle-ci paraît lisse, sauf qu'il y a un point ici, une singularité comme on dit. Celle-ci, elle saute, on avance, et puis paf, on tombe brutalement. Ici, on parle de discontinuité. Tout ça, ce sont des fonctions différentes. Celle-ci, entre parenthèses, c'est une trajectoire de mouvement brownien. C'est un problème physique ou un cours de la bourse, si vous voulez. Et ces fonctions ont des propriétés très différentes. Et un analyste essaiera en particulier de les analyser. Pourquoi elles sont différentes? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus ou moins régulières, plus ou moins lisses? Alors, je rappelle, pour les lycéens, la notion de dérivée, qui est la première notion d'analyse fine, introduite par Newton et Leibniz il y a bien longtemps. La fonction dérivée, on peut y penser comme une vitesse ou un taux de variation ou une pente, est définie comme suit. Ici, vous avez une courbe. Vous tracez une courbe qui intersecte, une droite qui intersecte cette courbe en 2 points, puis vous rapprochez le deuxième point jusqu'à vous approcher du premier. Vous avez ainsi défini la tangente. Une fois que la tangente est faite, vous mesurez la pente de la tangente. Vous regardez de combien on avance en même temps qu'on descend, et le rapport, ce nombre divisé par ce nombre, c'est la valeur de la pente ou la valeur de la dérivée. C'est une façon de définir la pente. Ici, cette fonction, j'en ai analysé les pentes, les tangentes. Ici, la pente est nulle. J'ai reporté ici sur la courbe de la dérivée la valeur 0. Donc ici, c'est la valeur de la dérivée. Ici, c'est la valeur de la fonction. Ici, la pente est négative, on descend. J'ai reporté à cet endroit-là une valeur négative, et ainsi de suite. Alors, celle-ci est la courbe qui vous donne les variations de la courbe du dessus. Et une fois qu'on a fait ça, on peut continuer le processus, analyser la pente de la pente, la dérivée seconde, comme on dit, et ainsi de suite. Ces dérivées d'ordre élevé sont difficiles à concevoir. Ici, vous voyez que la pente va augmenter. Si je prends la pente en ce point, elle sera à peu près nulle. La pente en ce point sera positive. Donc la pente globalement augmente. La pente de la pente est positive. On arrive encore à comprendre. Les dérivées d'ordre plus élevé, la pente de la pente de la pente, qu'est-ce que ça veut dire? Pas facile. Difficile à concevoir. Justement, voici une citation de Nixon, 1972, pour défendre son bilan économique. Le taux d'augmentation de l'inflation est décroissant. Bon. Quand vous y réfléchissez, l'inflation, c'est déjà une pente. L'augmentation de l'inflation, c'est la pente de la pente. Et dire qu'elle est décroissante, c'est parler de la pente de la pente de la pente. Et on voit bien justement là que c'est pour noyer le poisson, si j'ose dire. Pour qu'on n'y comprenne rien. Si on vous propose de racheter une affaire en vous disant que le taux d'augmentation de l'inflation et du déficit est décroissant,
ne prenez pas l'affaire, hein, ça c'est sûr. J'espère que vous n'allez pas être déçus par l'histoire que je vais vous raconter. Cette histoire, elle a quelque chose d'un peu universel. J'aurais envie de... Bien sûr, il y a un titre que vous connaissez, du pli cacheté de Wolfgang Döblin aux équations différentielles stochastiques, mais je pense qu'il y a un autre titre que l'on pourrait donner, c'est quelque chose comme En quête de la vérité mathématique dans la tourmente nazie. Et c'est peut-être ces mots qui, juxtaposés, ces thèmes, font que depuis l'année 2000, l'année à laquelle le pli a été publié par les comptes rendus, eh bien, en fait, l'intérêt pour cette histoire ne s'est jamais démenti. Et ce soir en est encore une preuve particulière. Qui est Wolfgang Döblin ? Eh bien, Wolfgang, c'est le second fils d'Alfred Döblin. Alfred Döblin, 1878-1957, c'est un célèbre auteur, bon, peut-être plus célèbre en Allemagne qu'en France, mais enfin, un certain nombre de personnes en France le connaissent bien. C'est le célèbre auteur de Berlin Alexanderplatz, qui est paru en 1929 et qui, du jour au lendemain, l'a rendu extrêmement célèbre. Et ce succès a été amplifié par le fameux film de Fassbinder avec le même titre. Alfred Döblin est un opposant de gauche de la première heure au nazisme. Sa femme est Erna Reiss, qui se suicide en 1957, et ils ont 4 enfants. 4 enfants qui sont Peter, né en 1912, Wolfgang, le second fils, donc né en 1915, Klaus, né en 1917, qui vivra en France la plupart du temps et qui s'appellera Claude, et Stéphane, 1926, le dernier, qui pendant, disons, l'exil en Amérique prendra le nom de Steve et qui est le dernier encore en vie des quatre fils. S'il vous plaît, la page 2' avec Wolfgang et Erna et Alfred. Voilà, donc vous voyez Wolfgang en 1928, Wolfgang et Erna, sa mère, en 1928 également, Alfred, le père, en 1935. Merci. En mars 1933, c'est l'incendie du Reichstag. Et ceci provoque immédiatement, pour des raisons assez évidentes, l'exil de la famille Döblin, tout d'abord à Zurich, puis dans la région parisienne, à Maison Lafitte, puis ensuite Square Delormel dans le 14e. Toutefois, Wolfgang reste pendant quelque temps encore à Berlin parce qu'il doit terminer ses études secondaires. Mais à la rentrée universitaire, en automne 1933, Wolfgang s'inscrit en licence de mathématiques à la Sorbonne. À la fin de l'année 1935, Wolfgang entreprend des recherches sur la théorie des chaînes de Markov sous la direction de Maurice Fréchet, c'est-à-dire qu'il commence la préparation de sa thèse. En 1936, toute la famille obtient la nationalité française, et donc Wolfgang en particulier. En mars 1938, Wolfgang soutient sa thèse et est incorporé, donc il était sursitaire, il est incorporé le 3 novembre 1938 au 91e régiment d'infanterie à Givet, dans les Ardennes. S'il vous plaît, la page 3', Wolfgang dans les années 30 et Vincent Daublin en automne 39. Petite erreur, merci. Voilà. Donc Wolfgang à l'armée devient Vincent Daublin, hein, pour des raisons là encore que vous imaginez très facilement. Alors maintenant, j'ai mentionné le terme de pli cacheté plusieurs fois. Bon, et vous vous demandez très certainement qu'est-ce que c'est que cette chose. Alors, l'Académie des sciences de Paris accepte de recevoir des documents fermés, bon, qu'on appelle pli cachetés, qui peuvent être envoyés par toute personne qui veut prendre date concernant une découverte scientifique. Et ceci a commencé avec les frères Bernoulli, l'un voulant damer le pion à l'autre.
l'auteur peut reprendre le pli cacheté à n'importe quel moment. Si l'auteur meurt, la famille peut demander l'ouverture du pli cacheté par l'Académie, mais ne peut pas demander de récupérer le pli. C'est-à-dire qu'une fois que le pli est à l'Académie, il est propriété de l'Académie, sauf si l'auteur vient le chercher, vient le reprendre. Mais dans tous les cas, l'Académie a le droit d'ouvrir le pli cacheté 100 ans après son dépôt. Alors vous pouvez penser que tout ceci, c'est un peu absurde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bien, moi, j'ai pas mal réfléchi à ça. Effectivement, au début, je pensais comme cela. Et puis, même le terme d'archive, si vous voulez. Maintenant, on a les archives ouvertes, etc. Et on appelle ça en anglais aussi souvent repository. Donc, on envoie son papier avant qu'il soit publié dans des archives où, il peut être en fait lu par beaucoup de personnes. Ça, c'est assez différent de la situation à l'Académie. Mais dans le fond, est-ce que cette histoire de pli cacheté, ça n'est pas les archives d'aujourd'hui avec pas mal d'avance? Bonsoir, donc ce soir je voudrais évoquer avec vous la vie et puis l'œuvre, ou en tout cas une partie de l'œuvre de Boltzmann, dont certains ici ignorent peut-être même le nom. Alors, Boltzmann, c'est le personnage qui est représenté ici au milieu de la photo, qui a l'air plutôt austère. Il est né en 1844 à Vienne, dans une famille de la haute bourgeoisie autrichienne. Et donc après, il a reçu une éducation au domicile de ses parents par un précepteur. Et cela lui a permis d'avoir une culture très large. Alors, à titre d'exemple, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de musique, il était pianiste. Et il a été formé quand même par un très grand musicien qui est Anton Bruckner. Et ensuite, ça lui a permis d'avoir des relations toutes particulières avec ses enfants, puisqu'il a fait de la musique avec ses enfants. Il a beaucoup assisté aux concerts, il y a l'Opéra de Vienne en particulier. Donc une culture musicale importante, et puis aussi une culture littéraire très large. C'est un adepte de Schiller, et quelqu'un qui écrivait lui-même de la poésie pour agrémenter les soirées qu'il organisait. Et puis plus tard dans sa vie, il s'est mis à la philosophie. Et donc il a développé une nouvelle philosophie pour les sciences, qui est la première chose en fait qu'il a rendue célèbre en Autriche. L'idée de Boltzmann, l'idée vraiment fondamentale pour faire le pas entre cette description avec des atomes comme un système avec plein de particules, et puis l'équation que Boltzmann va écrire, c'est de se dire, de toute façon, les atomes, ils sont tous pareils. D'accord ? Donc si vraiment je veux me fatiguer, je peux mettre un numéro sur chaque atome et puis me demander à chaque instant où est l'atome numéro 1, où est le numéro 2, où est le numéro 3. Mais vous voyez qu'il y en a, j'ai dit 10 puissance 3 fois 7, donc 10 puissance 21 ou 10 puissance 22 atomes. C'est très fatigant, d'accord, de mettre un numéro sur chacun et puis de savoir où est chacun et à quelle vitesse il se promène. D'accord ? Donc Boltzmann dit, je peux me fatiguer un tout petit peu moins en disant je considère ça comme un gros paquet d'atomes et puis je compte juste le nombre d'atomes qui vont être à telle position, avec telle vitesse, puis savoir si c'est le numéro 1, le numéro 3 ou le numéro 5, eh bien j'oublie. D'accord ? Donc c'est ça qu'on entend par particules, par description probabiliste, c'est-à-dire que les particules, elles sont toutes pareilles, donc on oublie leur numéro, et puis on s'intéresse juste à savoir les propriétés statistiques de ces particules. Vous allez voir, l'équation, elle est moche, mais voilà, c'est comme ça qu'elle est écrite dans Boltzmann. Donc je vous explique les différents termes. Donc je cherche à calculer la dérivée par rapport au temps de f. Je cherche à connaître l'évolution de f, donc je cherche à calculer sa dérivée par rapport au temps. Donc j'ai dit qu'il y a quelque chose qui fait changer la position, qui est le transport.
Juste, je me promène à vitesse v. Donc c'est cette espèce de deuxième terme là, où je somme sur toutes les directions, en fait, la verticale, l'horizontale, et enfin les deux directions horizontales et la verticale. Un terme qui vient du transport. Et puis après, j'ai deux termes. Un terme de gain, c'est les particules de vitesse v qui sont créées par collision. Et puis un terme de perte, c'est les particules de vitesse v qui sont perdues par collision. Voilà. Alors évidemment, cette équation, pour comprendre vraiment tous les termes, il faut travailler un petit peu. Mais ce qu'elle a de très important, c'est que c'est la première fois dans toute l'histoire des mathématiques qu'on écrit une équation d'évolution pour une probabilité. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que je compte ne pas faire dans cette conférence. On pourrait faire beaucoup de conférences historiques sur Poincaré. On pourrait faire beaucoup de conférences philosophiques sur Poincaré, mais je ne suis ni historien ni philosophe. Et je ne vais surtout pas risquer de philosopher, ce qui serait à tous les coups une catastrophe. Donc ce que vous pouvez attendre de moi, c'est de parler de ce que j'aime, c'est-à-dire les mathématiques. Et la deuxième remarque préliminaire que je voudrais faire, c'est que on m'a prévenu, et je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, eh bien je vais parler pour eux. Et donc, je m'excuse auprès des experts s'ils n'apprennent rien. Mais j'espère quand même qu'ils apprendront quelque chose. On verra. Alors qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Eh bien, je vais vous donner un rapide plan de ma conférence. Tout d'abord, je vais commencer très bêtement par vous présenter le héros de ce soir, c'est-à-dire Henri Poincaré. Ce ne sera pas une biographie, ce sera quelques petites indications rapides. Et ensuite, je vais essayer de vous expliquer quel est le texte que j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi ce texte, pourquoi en fait je n'ai pas choisi que celui que j'aurais aimé choisir. Et puis, on va passer un tout petit peu de temps à lire 2 pages. On va lire 2 pages du texte de Poincaré, je vais essayer de vous le commenter. Encore une fois, je ne veux pas le commenter comme un philosophe, je vais le commenter comme un mathématicien. Et puis ensuite, je vais essayer de vous rendre le plus familier possible avec ce qu'on appelle la géométrie non euclidienne. Je vais essayer de vous expliquer comme elle peut être belle, comment elle peut être naturelle. Et je vais essayer de me risquer à expliquer un tout petit peu, de manière peut-être un petit peu impressionniste, je vais essayer de vous expliquer un exemple ou 2 de choses qui se passent en ce moment autour de la géométrie non euclidienne. Et pour terminer, on reviendra au maître et on essaiera de lire 2 autres pages de Poincaré qui, pour le coup, sont un peu plus philosophiques. Le rond noir que vous voyez, c'est le monde imaginaire. Tout ce qui est blanc n'existe pas, c'est au-delà de la limite. Et vous habitez à l'intérieur. Alors imaginons que vous essayez d'aller d'un point, voilà le point, je vais mettre le point A, et vous voulez aller jusqu'au point B. Quel est le chemin que vous allez suivre ? Évidemment, nous, d'un point de vue euclidien, on dit on va aller tout droit. Mais évidemment, il est clair que, comme il fait froid sur le bord du disque, on a envie d'aller dans la partie chaude, parce que là, on fait des grands pas. Mais là, je suis en train de m'exprimer du point de vue de l'observateur euclidien. Il est donc clair que le chemin le plus court qui va joindre A à B va avoir tendance à rentrer vers l'intérieur chaud. Et il va chercher à optimiser, en quelque sorte, le gain obtenu par la chaleur avec la perte obtenue par le fait que je fais un détour. Alors, l'optimum, c'est un petit problème de maths pas difficile à résoudre. L'optimum est le suivant. Pour aller de A à B, voilà le chemin suivi. Une courbe qui s'incurve vers l'intérieur. Alors, si on veut regarder de quelle courbe il s'agit, ce n'est pas très difficile. Il suffit de déplacer un peu les points. Alors, regardez, je vais bouger le point A et le point B pour essayer de deviner à quoi ressemble cette géométrie. Je crois que vous le voyez, ça ressemble à un arc de cercle. Et c'est un arc de cercle. Et si on regarde bien, effectivement, vous voyez apparaître que dans cette géométrie, dans ce monde imaginaire,
les êtres imaginaires vont inventer le concept de droite, et ce qu'ils vont appeler droite, c'est ce que nous appelons cercle. Cercle orthogonal au bord. J'aimerais montrer un autre exemple. Qui a été plié au cours d'un long trajet, à partir d'une seule feuille de papier à peu près grande comme ça. Et dans un coin, vous avez une tache de café là, mais ça ne vous regarde pas. Alors, lorsque je tire, elle fait ça. Pouf. Je tire comme ça. Et ce qui est très rigolo, c'est que regardez ce qui se passe de ce côté. De l'autre côté, la même chose se passe, mais dans le sens orthogonal, dans le sens perpendiculaire. Dans le langage mathématique, on dit que l'envers et l'endroit sont l'un et l'autre dual de l'un de l'autre. D'accord ? Et c'est étonnant parce que c'est fait à partir d'une feuille de papier qui, a priori, n'est pas du tout élastique. Mais regardez, beaucoup d'élasticité, ça revient. Hein ? Rien qu'en pliant, en faisant de l'origami, j'ai produit l'élasticité effective, la souplesse comme ça, qui revient, qui est un rappel, comme ça, c'est du papier. Puisque nous sommes arrivés là, j'aimerais terminer sur une conjecture, un problème ouvert. La plupart des problèmes d'ailleurs étaient ouverts, mais un problème vraiment ouvert. Et pour ce faire, j'aimerais revenir à l'origine de notre conférence. On a froissé une feuille de papier. Nous avons vu, sur maints exemples, que le rapport de Poisson pouvait être négatif, contrairement à la croyance traditionnelle qui le voulait toujours positif. C'est vrai, donc, on a trouvé des contre-exemples, beaucoup de contre-exemples, mais soyons plus ambitieux. Imaginons toutes les structures possibles qui ont existé et qui pourraient exister dans l'univers. Toutes les structures. Quelle fraction de ces structures possibles possède le poisson positif et quelle fraction possède le poisson négatif? Ça semble être une question complètement insensée parce qu'il est impossible d'imaginer, d'énumérer toutes les structures possibles. Mais reformulons la question quand même pour lui donner un sens. Si vous parlez d'une certaine fraction de toutes les possibilités, eh bien, autant prendre une structure au hasard, aléatoire, et se demander avec quelle probabilité, si on prend une structure au hasard, cette structure a le poisson négatif ou positif. Le point de vue probabiliste. Et pour mener ce programme à bien, il faut connaître un exemple d'une structure aléatoire. Est-ce que vous en connaissez une structure aléatoire? Moi, j'en connais une. Une feuille froissée. Si on peut donner un sens au mot aléatoire, sûrement, du papier froissé au hasard doit être considéré comme une structure aléatoire. Ça a l'air très aléatoire. C'est vrai, il y avait des théorèmes très jolis qui contraignaient cette structure, comme par exemple cette fameuse somme alternée est égale à 0, mais à ceci près, c'est un très bon modèle d'une structure aléatoire. Et regardez ce qui se passe lorsque je tire cette structure dans un sens. Et là, le comportement du poisson négatif. Mais c'est évident, ça ne pouvait être que ça, parce que je l'ai produit ainsi, je l'ai comprimé dans tous les sens. Et il se trouve que lorsque je froisse au hasard, le résultat, cette structure canoniquement aléatoire, pour ainsi dire, a le rapport de Poisson négatif. Alors, je lance cette conjecture complètement folle. On disait jusqu'à très récemment que le rapport de Poisson était toujours positif, on le croyait. Maintenant, nous connaissons un tas de structures au Poisson négatif, mais je dirais encore plus. Je pense que la grande majorité des structures dans l'univers ont le rapport de Poisson négatif. C'est le cas majoritaire, je pense. Et c'est que nous n'avons rien vu jusqu'à maintenant. Et le monde est complètement ouvert.